J'espère que vous en avez pas déjà marre de voir passer des pales pour le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'aujourd'hui, ça y est, je m'y colle. Vous savez que je ne suis pas du genre à crier victoire dès que l'été se termine parce que, n'en déplaise aux aficionados du Pumpkin Autumn Challenge, l'été n'est pas encore terminé. Et quitte à choisir, je préférerais vivre toute ma vie en maillot de bain plutôt qu'en pull tricoté au crochet. Mais j'avoue que ça fait maintenant 2 ans que quand le Pumpkin Autumn Challenge fait son grand retour, je suis contente. Je pense même que c'est le moment que je préfère, pas dans l'année, mais en tout cas sur Booktube. Et je suis hyper contente de l'édition de cette année. Bon, comme les éditions précédentes, je suis toujours aussi enthousiaste. Et j'ai vraiment très envie de vous montrer ce que je compte lire, ce que je vais lire, ouais, la meuf s'emballe, pour cette édition 2020. Je ne vous fais plus l'affront de vous présenter le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé comme chaque année par Gimoz et que d'ailleurs je considère pas du tout comme un challenge. À la rigueur, ouais, le challenge c'est peut-être de caser des livres dans les catégories, ça peut être un casse-tête. Mais pour ce qui est du déroulement, pour ma part, c'est que du fun, que du plaisir. Et voilà, le but c'est de lire des livres en rapport de près ou de loin avec l'automne. Et pour le reste, ce n'est que de l'enjaillement. Et on commence tout de suite avec le premier menu automne frissonnant. Pour la catégorie Je suis Médée Vieux Crocodile, j'ai décidé de lire un manga qui me fait envie depuis que Lemon June a sorti une vidéo sur ses mangas préférés. Je pense que c'était il y a au moins 3-4 ans, Monster de Naoki Urasawa. De ce que je sais, l'histoire se déroule dans l'Allemagne réunifiée. On va suivre un médecin qui aurait sauvé un jeune garçon, il me semble, alors qu'il était entre la vie et la mort. Et plusieurs années plus tard, une fois devenu adulte, cette personne commet apparemment des meurtres assez sanglants et horribles et le docteur va se mettre à sa recherche pour, eh bien, pour le retrouver, pour l'arrêter. Et apparemment ça parle beaucoup d'éthique, de bien, de mal, parce que comme vous pouvez vous en douter, ce médecin doit se demander si finalement il a bien fait de sauver cette personne qui avait besoin de soins extrêmement urgents à l'époque, mais qui du coup, quelques années après, est devenu un psychopathe. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'en ai entendu parler et j'ai pas trop voulu relire la 4e de couverture, mais je pense que c'est un manga que je vais adorer, j'ai déjà feuilleté et les dessins sont tout à fait à mon goût. Les thèmes me parlent plutôt pas mal et je pense que je vais y trouver mon petit bonheur. On continue avec un graphique pour la catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge. J'ai décidé de lire le premier volume de Lock and Key qui me fait envie depuis hyper longtemps. Je crois que c'est Opaline qui m'avait fait découvrir ces comics à l'époque. Je sais que Monsieur Lou est aussi un grand fan, que Maureen de Bazar de la Littérature a beaucoup aimé. Je les ai vus passer dans pas mal de piles à lire ces comics parce qu'ils se prêtent totalement à la saison et au challenge. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que apparemment il va y avoir dans ce manoir étrange dans lequel vont emménager, il me semble, une famille, enfin vont emménager une famille, c'est très français, dans lequel une famille va emménager et notamment des enfants qui vont chercher quelques mystères. Est-ce que ça se voit que je sais pas de quoi il retourne exactement? Bref, le plus important c'est qu'on est dans une grande baraque pleine de secrets, de mystères et dans laquelle apparemment rôderait une créature de la nuit. J'adore quand des enfants, des ados sont mêlés à ce genre d'histoire, voire toute la famille entière. Ça me fait très envie depuis très longtemps et j'ai hâte de commencer cette série de comics. Pour les supplices de la belladone, il fallait tout simplement trouver un livre avec une couverture noire et là je ne vais pas déroger à la règle de cette rentrée littéraire pour laquelle d'ailleurs je suis d'habitude complètement à la ramasse. Mais là on parle d'une autrice dont j'avais adoré une petite saga dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne d'ailleurs. Je crois que plein de gens ont mis ce livre dans cette catégorie, donc je suis pas très originale, mais j'étais obligée de lire La 9e maison de Leigh Bardugo. Finalement, j'avais décidé que je ne lirais pas Grisha de cette autrice parce que j'ai adoré Six of Crows et que tout le monde est d'accord, visiblement, pour dire que Grisha c'est là, Six of Crows c'est là. Et voilà, au final je me dis, je pense que je lirai pas cette saga. Par contre, La 9e maison, je sais pas si c'est un one shot ou s'il y aura une suite. Encore une fois, je connais pas le résumé en détail, mais on va suivre une nana qui étudie à Yale et qui fait partie d'une société secrète pour le moins chelou. Ça a l'air assez glauque, sombre. J'ai déjà commencé à lire quelques pages et l'ambiance est très
prégnante et très immersive. Je pense que ça va être trop bien. La nana en question peut également voir les fantômes. Voilà, si ça ne crie pas Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Que serait un Pumpkin Autumn Challenge pour moi, maintenant, sans ma queen, ma reine, my love, Daphné du Maurier. Ça va être le 4e roman que je lis de cette autrice merveilleuse et j'ai décidé de caser dans la catégorie Esprit et tu l'as le bouc émissaire que je lis en anglais comme d'habitude parce que j'adore la plume de Daphné du Maurier, que je la trouve assez accessible en anglais même si elle est riche et je sais pas comment expliquer. Elle est vive, elle est belle, elle est riche mais elle est pas extrêmement compliqué, c'est pas comme lire Virginia Woolf en anglais par exemple. Celui-ci me paraissait hyper intéressant puisque l'action commence au Mans en France. J'ai l'impression que je ne sais pas dire ce nom. Donc l'action commence au Mans, dans une gare. Un jeune anglais va rencontrer un homme français. Ils vont tomber nez à nez et se rendre compte qu'ils sont exactement identiques physiquement. Ils ont la même voix. On dirait des jumeaux. Et je ne sais par quel concours de circonstances ce jeune anglais va peut-être se réveiller un beau matin, je sais pas, et se rendre compte que cet homme français qu'il vient de croiser et qui lui ressemble en tout point a volé son identité et il va donc prendre sa place visiblement dans sa vie. Genre chez lui avec sa femme, ça a l'air complètement chelou. C'est Daphné du Maurier donc ça va être un petit peu glauque, ça va être plein de suspense, ça va être génial je pense. On enchaîne avec le 2e menu que j'adore tout autant qui est bien sûr l'automne douceur de lire et pour la catégorie il fait un temps épouvantail, j'ai décidé de lire 2 livres, oui, parce que ce ne serait pas assez. D'abord j'ai choisi la version graphique de Sombre Citrouille de Malika Ferjouk qui a l'air absolument génial. On va suivre des enfants à un repas de famille qui, quand ils vont cueillir des citrouilles dans les champs, vont découvrir un corps d'une personne qui a visiblement été assassinée. Ils vont décider de cacher le corps pour pas trop gâcher la fête de papy. Sauf que très vite vont s'insinuer dans la tête de tout le monde des doutes, des soupçons. Et voilà, la grande question va être de savoir qui a commis ce crime, j'imagine, pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé. Bien évidemment, tout ça se passe le soir d'Halloween, sinon il n'y aurait aucun rapport avec cette sous-catégorie. J'ai trop hâte de le lire, les dessins sont magnifiques et je pense que je vais passer un trop bon moment. Je ne pouvais pas résister à l'appel de Ray Bradbury dont j'ai découvert les Chroniques martiennes en début d'année, que j'avais absolument adoré. Je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année pour le moment et je me suis donc jetée sur L'Arbre d'Halloween du même auteur. Au début je comptais pas le lire, je me suis dit non je vais rester sur Sombre Citrouille parce que ça suffit. Et puis j'ai feuilleté les premières pages, j'ai lu les premières lignes et je me suis dit en fait non, il me le faut, c'est tellement bien écrit, je vous jure c'est incroyable. Comment on peut être à fond dans un livre en ne lisant qu'un paragraphe? Si ça c'est pas le talent, dites-moi ce que c'est. Honnêtement j'ai même pas besoin de savoir de quoi ça parle, c'est juste merveilleusement bien écrit, je suis sûre que je vais adorer. Quoi de mieux pour siroter un chocolat chaud sous les sols qu'une petite BD feel good, automnale, familiale. Pour ça j'ai décidé de lire 4 sœurs de Malika Ferjouk. Encore une fois, toujours la version illustrée. C'est un livre que Alex Bouquin en Prada m'a donné énormément envie de découvrir. Il y a la version roman et la version illustrée en BD. J'ai préféré me lancer dans la version illustrée parce que j'aime les dessins, tout simplement. Il me semble qu'il y a 4 tomes et que du coup on va suivre chacune des 4 sœurs. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas s'il y a un gros fil rouge, je ne sais pas s'il y a un mystère. Tout ce que je sais c'est que ça a l'air doudou à souhait, ça a l'air, je sais pas, peut-être un petit peu nostalgique et mélancolique mais en même temps drôle. Je sais rien du tout. Mais j'adore les histoires de famille, j'adore les histoires de sœurs, j'en ai moi-même 2. Également un frère mais qui compte
comme une sœur, hein. J'adore les histoires de grandes fratries, c'est un peu comme rentrer à la maison. Pour la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, j'avoue que j'étais pas très inspirée au début parce que tout ce qui est conte, légende, petit peuple, bizarrement, moi qui suis quand même une grande fan d'imaginaire, c'est pas trop ma came au final. Et du coup j'ai jeté mon dévolu sur un petit manga dont j'entends beaucoup parler et qui me fait de l'œil depuis un moment. J'ai pas pu résister quand j'ai commencé à le feuilleter et c'est minuscule de Takuto Kashiki. De ce que j'ai compris, c'est plutôt un manga tranche de vie avec des genres de petits chapitres, de petits épisodes qui ne se suivent pas forcément. J'ai pas l'impression qu'il y a un gros fil rouge. On va suivre les aventures de deux toutes petites personnes qui font, il me semble, quoi, 10 cm de hauteur, 9 cm, et qui vivent dans la forêt. C'est Akumei et Mikuchi. Elles habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que 3 pommes. Est-ce que c'est pas trop mignon? Les dessins sont sublimes, c'est le genre de truc qui m'aurait fait perdre la tête quand j'étais gamine parce que moi c'était mon rêve hein, d'habiter dans un tronc d'arbre, de cueillir des champignons et de faire de la soupe. Oui, me demandez pas pourquoi. Mais clairement ce manga, il est pour les petits comme pour les grands et je l'ai déjà commencé et j'aime beaucoup. J'ai décidé de continuer et de terminer d'ailleurs une saga que j'adore. C'est un peu ma saga young adulte que je lis en ce moment. J'ai lu le dernier tome justement l'année dernière pendant le Pumpkin Autumn Challenge, enfin le tome précédent, et cette année j'ai décidé de lire le dernier des derniers tomes pour la catégorie A Window to the Past, et bien sûr je vous parle de la fin des Raven Boys, et ici j'ai The Raven King, c'est le 4e tome. Je trouve que ce bouquin se prête hyper bien à l'intitulé de cette catégorie parce que même si elles ne sont pas définies comme ça dans le livre, clairement les nanas qui sont présentes dans ce bouquin sont des genres de sorcières hyper modernes, hein. C'est pas la sorcière au chapeau pointu avec une baguette magique. Et d'ailleurs je vous avais déjà fait un petit résumé l'année dernière, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de personnages. On va suivre d'un côté une jeune fille qui vit avec sa mère et ses tantes qui sont toutes des psychics. Ce sont des genres de voyantes qui peuvent voir quand les gens vont mourir, qui peuvent lire l'avenir en quelque sorte. Notre protagoniste principale n'a pas ce don, elle n'a pas vraiment de don, mais par contre elle peut amplifier les pouvoirs de toutes ces femmes qui vivent avec elle. Et en parallèle, on va suivre un jeune garçon qui est entouré de ses 3 potes, et tous les 4 ils cherchent la dépouille d'un roi gallois qui aurait été enterré dans les parages. Bien évidemment, tout le monde va se percuter à un moment donné. Il est aussi question de malédiction d'un côté et d'un vœu qui serait accordé à la personne qui ressusciterait ce roi décédé, endormi. Bref, c'est une saga que j'adore, c'est hyper immersif, l'ambiance est hyper ésotérique, je sais pas, c'est parfait pour cette saison. Les personnages sont géniaux, l'écriture est vraiment très belle et j'ai trop hâte de terminer. En même temps j'ai peur, j'avoue je repousse un peu l'échéance parce que je voulais lire l'année dernière sans trop tarder et puis finalement j'ai pas très envie de les quitter quoi. Et puis je me suis aussi casé un petit graphique dans cette catégorie parce que depuis que Lemon June, décidément, on a parlé sur Instagram il y a quelques mois peut-être, j'ai extrêmement envie de lire Souvenir d'Emanon de Shinji Kajio et de Kenji Tsuruta. Ici on va suivre Emanon qui est une jeune fille en apparence mais qui apparemment a quelques centaines d'années, ou peut-être même quelques milliers d'années, je ne sais pas. Ah oui, elle cache une âme vieille de 3 milliards d'années. Ses souvenirs remontent au plus profond des âges, avant même l'apparition de l'humanité. L'angoisse! Enfin, j'ai pas trop besoin d'en savoir plus que ça pour avoir envie de me lancer dans cette petite saga de manga. Les dessins sont
sublime. Je pense que ça va être quelque chose d'un petit peu triste, de contemplatif peut-être, de mélancolique. Je sais pas, en tout cas je pense que ça va beaucoup me plaire. De ce que Lemon June a dit, ça a l'air trop bien. Et on termine avec le dernier menu, l'automne des enchanteresses. Et pour la première catégorie, les rêves d'Aurore, j'ai décidé de lire un livre qui me fait envie depuis sa sortie en français en début d'année il me semble, et c'est Passing Strange de Hélène Klages. Je ne sais pas comment on dit son nom. Ici on est dans un San Francisco des années 40 il me semble, où la magie règne et où il y a énormément de personnages LGBT, notamment des femmes lesbiennes et bi certainement. Je sais pas trop de quoi ça va parler, mais LGBT plus magie plus San Francisco des années 40, moi ça me botte pas mal. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, j'espère qu'il va pas me décevoir parce que sans trop en savoir, j'en attends quand même beaucoup. Je sais pas trop pourquoi. Je ne l'ai pas encore en ma possession, mais je pense que dès que je le recevrai, je me jetterai dessus. J'ai décidé de me mettre au théâtre classique pour la catégorie Sarah Bernhardt Monstres Sacrés, puisque je me suis rendu compte qu'il y a un grand auteur de théâtre que j'ai... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma scolarité, est-ce que je ne l'ai jamais rencontré en classe ou est-ce que juste j'étais trop dissipée et inattentive, je ne sais pas, mais je n'ai jamais lu Racine et donc j'ai décidé de lire Bérénice parce que ça a l'air trop bien, c'est écrit en alexandrin, genre c'est de la musique pour mes oreilles et pour mon cœur. Je pense que je vais adorer. Le pire c'est que je m'y connais très mal et en tout cas ici on va suivre Titus, je dis ça très bizarrement, Titus qui est un empereur romain et qui aimerait épouser Bérénice qui est reine de Palestine, sauf qu'il ne peut pas épouser une reine étrangère. Il doit choisir entre la gloire et les élans de son cœur et se résout à quitter celle qu'il aime. Oh. J'adore les tragédies. Son ambition est grande, sa décision irrémédiable, mais à l'idée de l'annoncer à Bérénice, l'empereur chancelle. Ça va être tellement bien. Les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture vont publier le 8 octobre, il me semble, la traduction française de Anne of Green Gables, que j'ai ici en anglais, depuis très longtemps d'ailleurs, dans cette très belle édition, hein, on va pas se mentir, mais que je n'ai jamais finalement eu vraiment envie de lire en anglais, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me rebute dans cette mise en page. Je sais pas si c'est le fait que le bouquin est assez petit et que c'est un peu large. En soi c'est aéré, je sais pas quel est le problème. Mais finalement j'ai jamais ouvert ce livre en anglais. Et quand j'ai vu que Monsieur Toussaint l'Ouverture allait sortir la traduction, et quand je sais le soin qu'ils apportent à toutes leurs parutions, en tout cas moi c'est une maison d'édition qui m'envoie une vibe de très grande attention, de soin, d'intention aussi dans tout ce qu'ils font, dans les textes, dans la façon dont ils communiquent, dans leur couverture, le choix de leur collection, leur ligne éditoriale, bref. Du coup, j'ai hyper envie de lire Anne de Green Gables en français quand il paraîtra. Je trouve que pour la catégorie Les écailles de Mélusine, qui met en avant le féminisme, on est plutôt pas mal. Anne, c'est un personnage de la littérature britannique, il me semble, qui est hyper connu et qui est un petit peu tombé dans l'oubli chez nous, qui a un côté je pense un petit peu vieillot, un peu comme les 4 filles du Docteur March qui ont eu un nouveau souffle avec le film qui est sorti en début d'année. Je pense que le travail qu'a fait la maison d'édition française va redorer un peu le blason de Anne de Green Gables et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire et ce personnage hyper haut en couleur, hyper humain, qui a l'air hyper intéressant, hyper profond. Pour l'histoire, il me semble que on suit donc cette jeune fille qui est orpheline et qui va aller vivre chez des gens qui font peut-être partie de sa famille, il me semble.
J'en sais pas trop, mais en tout cas, on va suivre sa vie. Et ça a l'air trop cool. J'ai trop hâte que la version française sorte. Et enfin, pour Nausicaa de la Vallée du Vent, j'ai décidé de déterrer un manga que j'ai acheté il y a pas mal de temps parce que mon père était allé voir l'adaptation au cinéma et il m'avait dit potentiel de ouf, le manga doit être mieux. Je parle bien sûr de Alita et de sa version manga Gun. Je ne sais pas comment on prononce ce titre. Parce qu'ici on est clairement dans un monde post-apocalyptique, hein, complètement SF, dans lequel un cybernéticien va retrouver les restes d'une jeune androïde dans la décharge dans laquelle il vit. Voilà. Ah, ça a été de l'apocalypse bien apocalyptique on dirait. Hein. Apparemment il va la ramener à la vie et ça va bouleverser carrément l'ensemble du système solaire, rien que ça. C'est quand même une série de mangas qui n'a plus à faire ses preuves, hein, qui est très connue parmi les fans. Et moi je la découvre à peine, du coup j'ai pas vu Alita, j'ai pas spécialement envie de le voir, je préfère lire les mangas et je pense que ça va être très bien. Voilà, ça c'est un avis extrêmement critique, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour cette pile à lire. D'ailleurs c'était pas du tout fait exprès mais je me suis aperçue que j'avais 7 graphiques et 7 romans et puis la pièce de théâtre. Je trouve que ça se combine plutôt bien. Vu la taille des romans, je pense que c'est carrément faisable pour moi de tout lire. Comme l'année dernière peut-être, j'ai tout lu l'année dernière et j'avais 12 trucs à lire et il me semble qu'au niveau du volume on est à peu près similaire. Franchement, j'ai la foi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous comptez lire si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge. Merci beaucoup à Guimauve de nous ravir une année de plus. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon challenge et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.